Ce mois-ci, la Russie a essuyé l'un de ses pires revers depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais ce n'était pas causé par des chars, missiles ou artillerie, mais par une force aussi coordonnée et destructrice. Des bureaucrates élévant avec des tableurs et des avocats maritimes avec des ordres de sanctions. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont lancé une nouvelle attaque économique coordonnée et globale contre la soi-disant flotte fantôme de la Russie. L'armada fantôme de vieux pétroliers, qui est devenue la bouée de sauvetage financière de la Russie et du président Vladimir Poutine. C'est la guerre moderne dans toute sa splendeur, paralyser l'une des plus grandes armées du monde sans tirer un seul coup de feu, en utilisant une guerre économique ciblée. Cela annonce des dégâts à court et long terme sur la capacité de la Russie à faire la guerre en Ukraine. Restez avec nous pour voir l'ampleur des dégâts causés à la flotte fantôme russe par cette brigade bureaucratique. Et pourquoi ? Pour l'Europe, l'arrêté est essentiel pour finir la guerre. La soi-disant offensive a commencé le 18 juillet, lorsque l'Union européenne a lâché ce que l'on ne peut décrire que comme une bombe de sanctions. Le 18e paquet de sanctions de l'Union européenne n'a pas seulement élargi la liste des pétroliers russes de l'ombre, il a changé les règles du jeu. L'Europe a, pour la première fois, plafonné dynamiquement le prix du pétrole. Le prix du pétrole européen s'ajusterait aux conditions du marché. D'après les premiers rapports, le prix passerait de 60 $, le baril à 47. 60 $ le baril à partir du 3 septembre. L'une des plus grandes baisses de prix que nous ayons vues dans l'histoire récente, ce qui mérite d'être discuté plus en détail par la suite. Il est à noter que la baisse de prix ne s'applique qu'au pétrole provenant de Russie, et aux tiers qui acquièrent leur pétrole auprès de la Russie. Les grands exportateurs comme la Norvège, le Canada ou les États-Unis sont spécifiquement exclus de ces mesures, donc il est clair qu'ils visent l'économie russe. Le vrai choc a eu lieu 3 jours après, quand le 21 juillet, David Lammy, secrétaire aux affaires étrangères britannique, a annoncé le plus grand paquet de sanctions maritimes du Royaume-Uni, concernant 2 entreprises et 135 pétroliers, ayant transporté pour des millions de dollars de pétrole russe depuis début 2024. Ce n'était pas une sélection aléatoire. Les services de renseignement britanniques avaient identifié ces navires spécifiques grâce à des systèmes de suivi avancés, capables de détecter l'évasion des sanctions, malgré les tentatives russes de passer inaperçues. Mais ce sont les entités visées qui sont les véritables indicateurs de la manière dont le Royaume-Uni tente de freiner l'économie russe de l'extérieur. 1. Intershipping Services Société à responsabilité limitée. Une société chargée d'enregistrer les navires de la flotte fantôme sous pavillon gabonais s'est retrouvée coupée du système financier occidental. Intershipping a facilité jusqu'à 10 milliards de dollars par an pour le transport de marchandises russes. De même, l'Etasco Middle East, Dubai Multi Commodities, centre une filiale de Lukoil basée à Dubaï, a perdu l'accès aux services maritimes qui rendaient possibles ces vastes opérations de transport de pétrole. Lukoil est la 3e plus grande entreprise russe. Les 2 plus grandes, aussi énergétiques, étaient présentes dans plus de 30 pays avant la guerre en Ukraine. Actuellement, ce nombre est estimé à seulement 14 pays. Les sanctions ont rendu impossible pour la Russie de maintenir ses filiales énergétiques à l'étranger, et de les approvisionner en brut ou en produits raffinés d'origine nationale. Le moment choisi rend cela encore plus dévastateur. Ces sanctions tombent alors que la Russie commence sa haute saison d'exportation de carburant d'hiver vers l'Asie. Selon certaines estimations, 444 navires sont visés par les sanctions, dont 135 appartenant aux 2 entreprises. Les sanctions les forceront à prendre des itinéraires bien plus longs, voire à cesser leurs opérations. Pour mieux comprendre pourquoi les sanctions de juillet 2025 ont été si dévastatrices, il faut comprendre exactement comment la Russie a constitué et exploite sa flotte fantôme. Cette flotte est rapidement devenue l'un des systèmes d'évasion des sanctions les plus sophistiqués, exploitant toutes les failles du droit maritime international. La flotte fantôme de la Russie a été mise en place à peu près au même moment où la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine, en 2022, car les sanctions occidentales ont commencé à frapper ses exportations de pétrole presque immédiatement. Moscou devait trouver un moyen d'acheminer son pétrole vers des marchés solvables pour éviter l'effondrement économique. La solution a été de se cacher à la vue de tous, en utilisant la complexité inhérente au transport maritime international. La Russie a débuté avec sa flotte marchande, l'une des plus grandes au monde, comprenant plus de 976 cargos polyvalents et 387 pétroliers. Mais tous ces navires n'étaient pas adaptés aux opérations clandestines. Le pétrolier idéal pour la flotte fantôme devait être assez vieux pour se confondre avec les navires anciens du monde, mais récent, au point de faire de longs trajets depuis les ports russes ou ceux de ses filiales jusqu'en Asie. La plupart des navires sont entre 15 et 25 ans, assez vieux pour avoir eu plusieurs propriétaires, mais pas assez pour tomber en panne en mer. Puis vient la phase subterfuge.
La Russie utilise des pavillons de complaisance pour enregistrer ses navires, sous des drapeaux de pays à faible surveillance et réglementation. Le Gabon est devenu populaire car il enregistre les navires sans exigence, ce qui explique pourquoi une société gabonaise a été particulièrement sanctionnée. Un pétrolier russe sera renommé sous pavillon gabonais. Habituellement, il est même renommé avec un nom qui sonne suffisamment africain, et reçoit des documents trompeurs qui rendent sa véritable propriété presque impossible à retracer. Ensuite vient la flotte fantôme qui se cache activement. Les navires désactivent souvent leur système d'identification automatique. Système d'identification automatique, c'est comme éteindre leur système de positionnement global en mer. Ils disparaissent plusieurs jours ou semaines, rendant leur localisation quasi impossible pour les autorités via satellite. Ils réapparaissent, souvent, en activant le système d'identification automatique pour accoster, généralement dans les eaux internationales où ils transfèrent leur cargaison de navire à navire. Le pétrole est transféré d'un navire à l'autre, au milieu de l'océan lors de ces échanges. Navire fantôme sous un autre pavillon, masquant mieux l'origine de la cargaison. Donc en gros, un pétrolier russe rencontre un autre navire dans des eaux où la surveillance internationale est minimale, puis transfère sa cargaison à un navire fantôme. Soudain, le pétrole russe est déclaré gabonais ou maltais, changeant sa traçabilité sur le papier. L'assurance est tout aussi sophistiquée. Les assureurs occidentaux, refusant de couvrir le contournement des sanctions, la flotte fantôme s'assure auprès de compagnies russes ou de prestataires du Kazakhstan ou du Kirghizistan. Deux nations enclavées qui d'une manière ou d'une autre sont soudainement devenues de grands assureurs maritimes du jour au lendemain. La couverture, très limitée et souvent inutile, fournit juste assez de documents pour satisfaire les autorités portuaires. À la mi-2025, les sociétés de renseignement maritime Vortexa et Windward estiment que la Russie dispose d'environ 1100 navires fantômes au total, ceux clairement impliqués dans l'évasion des sanctions, ainsi qu'environ 900 navires de la flotte grise soupçonnés de violations occasionnelles. Cela équivaut à 17% des expéditions pétrolières mondiales. Faire 17% du commerce mondial illégalement montre votre dépendance. Voyons comment ce commerce génère des revenus pour la Russie. Les revenus pétroliers et gaziers représentaient 30 à 50% des recettes fédérales russes, dépassant 100 milliards de dollars par an. Lors des bonnes années, quand les sanctions occidentales ont frappé en 2023, ces revenus ont chuté de plus de 40%. La flotte fantôme était la solution de Poutine, et elle a remarquablement bien fonctionné, peut-être même trop bien. En 2024, la flotte fantôme a rapporté 94 milliards de dollars de plus que ce que la Russie aurait gagné en respectant les sanctions. Ce montant équivaut à 15% du budget militaire russe d'avant-guerre, de quoi financer plusieurs mois en Ukraine. De plus, cela a permis à la Russie d'avoir assez de liquidités pour éviter un effondrement économique immédiat et financer ses opérations militaires. Mais la flotte fantôme comporte des coûts cachés qui commencent maintenant à devenir apparents. Acheminer le pétrole russe vers l'Asie coûte 10 à 15 dollars de plus par baril en transport qu'en Europe. Les acheteurs asiatiques, quant à eux, exigent de recevoir une remise appropriée pour l'achat du brut russe Oural, reflétant à la fois les coûts de transport et le risque lié aux sanctions. De plus, l'expédition depuis les ports russes vers l'Inde prend environ un mois, contre seulement quelques jours à plusieurs jours pour les destinations européennes. Mobiliser des capitaux et de réduire l'efficacité, ces inefficacités s'accumulent rapidement. La Russie exporte environ 5 millions de barils par jour, ce qui signifie que chaque dollar de coût supplémentaire par baril se traduit par 5 millions de dollars de revenus en moins chaque jour. Les coûts de la flotte fantôme, l'assurance, les itinéraires plus longs, l'entretien et l'utilisation de navires plus anciens peuvent vite s'accumuler pour le consommateur. Une partie des fonds alloués dans le budget fédéral russe de 2025 révèle la pression économique qui s'accumule sur le régime de Poutine. Les dépenses militaires représentent un tiers du budget fédéral, soit 142 milliards de dollars. Combinées à la sécurité nationale et à l'application de la loi, les dépenses de défense représentent plus de 40% des dépenses fédérales totales, dont un tiers est classé secret défense et retiré des registres publics. C'est un niveau de dépenses militaires sans précédent. Quelque chose que les grands pays n'ont pas fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette focalisation sur le militaire et l'énergie prive d'autres secteurs essentiels de ressources. Les investissements dans les infrastructures se sont effondrés en dehors du secteur de la défense. Les secteurs de l'éducation et de la santé font face à de fortes coupes, détournant des emplois ailleurs. Le taux de chômage en Russie est tombé à seulement 2,3%, un niveau historiquement bas depuis 1991 années de la création du pays. Cela paraît positif, mais en réalité, les entreprises peinent à recruter et retenir leur personnel, car elles se disputent d'un vivier de candidats de plus en plus limité. La Russie recrute toujours pour l'armée, tandis que des familles de la classe moyenne émigrent.
La situation va empirer avec la baisse du prix du pétrole brut imposée par l'Union européenne dans le cadre des sanctions de juillet 2025. Lorsque les prix du pétrole en Europe chuteront d'environ 20% en septembre, la Russie n'aura plus beaucoup d'options. Elle pourra réduire les opérations de sa flotte fantôme à courte distance en Europe, en raison du prix moins lucratif qu'elle reçoit. Elle peut aussi augmenter ses échanges avec des pays comme l'Inde ou la Chine. Mais ces routes impliquent les coûts supplémentaires mentionnés précédemment. Si la Russie exporte encore plus d'énergie vers la Chine et l'Inde, ces pays pourront exiger de meilleurs prix, tout simplement parce qu'ils ont l'avantage dans les négociations. Puisque l'Union européenne veut réduire sa dépendance au pétrole et au gaz russe, ce qui éliminerait les flottes fantômes sur son territoire, la Russie perdra ses principaux débouchés pour ses exportations. Les rares pays qu'elle peut atteindre sans commerce maritime important, comme ceux d'Europe de l'Est, ont une alternative. L'oléoduc Bakou-Tbilissi-Sien part de Bakou en Azerbaïdjan, traverse la Géorgie et finit au port de Sien en Turquie. De plus, l'armée ukrainienne cible directement les raffineries et les oléoducs russes près de ses frontières et jusqu'au Caucase. Cela réduit encore plus sa capacité à transporter pétrole et gaz par terre plutôt que par mer. Si les sanctions empêchent 444 navires de commercer, la Russie connaîtra une crise logistique alors que la demande pour ses exportations d'énergie est à son maximum. La flotte fantôme restante doit gérer des volumes accrus avec des navires plus anciens et moins fiables, qui sont désormais soumis à un contrôle encore plus strict de la part des agences occidentales d'application de la loi. Le mécanisme dynamique de plafonnement des prix peut également être dévastateur car il réagirait aux tentatives d'évasion russes. Quand la Russie impose des prix supérieurs au marché par des accords complexes, le plafond baisse automatiquement, maintenant la pression sur les autres marchés. Cela entraîne une spirale où le brut russe perd en compétitivité, poussant Moscou à accepter des remises plus fortes, réduisant ainsi son potentiel de revenus. La Chine jouera aussi un rôle clé dans la hausse des coûts pour la Russie, pas seulement en exigeant des remises. Pékin n'a pas rejoint les sanctions occidentales, mais les banques chinoises hésitèrent davantage à traiter les transactions russes, par crainte de sanctions secondaires. Fin 2024, 98% des banques chinoises refusaient les paiements directs en yuan de Russie. Cela oblige les commerçants russes à utiliser des méthodes de paiement alternatives et coûteuses, ce qui augmente le coût de chaque transaction. C'est le 18e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Chaque nouvelle restriction force la flotte fantôme à adopter des alternatives plus complexes et onéreuses, augmentant ainsi coûts et risques. Si la guerre et les sanctions continuent, la flotte fantôme pourrait ne plus être rentable sauf pour les exportations russes les plus essentielles. Les sanctions contre la flotte fantôme pourraient entraîner des changements systémiques dépassant le commerce maritime et modifier la position stratégique de la Russie dans la seconde moitié de la décennie. La conséquence majeure à long terme pourrait être l'isolement accru de la Russie des systèmes maritimes mondiaux. L'utilisation de vieux navires, d'assurances douteuses et de subterfuges par la flotte fantôme la rend de plus en plus incompatible avec le transport maritime légitime. Avec des mécanismes d'application plus sophistiqués et répandus, la Russie risque d'être totalement exclue des réseaux maritimes mondiaux. Cette dépendance aux vieux navires signifie que la Russie n'a pas besoin de nouveaux. En 2023, la Banque d'État a pris le contrôle de la United Shipbuilding Corporation, qui possédait 40 chantiers navals et 95 000 employés. L'United Shipbuilding Corporation a indiqué que les sanctions empêchaient l'importation de pièces essentielles, bloquant ces projets. Le gouvernement russe impose une forte pression financière sur les projets, militaires ou non, forçant de nombreux fournisseurs à absorber les pertes ou à perdre un client majeur. Si la Russie ne peut plus commercer légalement à l'étranger, alors, la baisse de la demande pourrait fortement ralentir la construction de pétroliers, accentuant la dépendance des chantiers navals à des contrats militaires moins rémunérateurs. Même si les sanctions actuelles n'ajoutent qu'une légère pression, l'effet cumulatif de plusieurs années de sanctions associées à une stagnation économique ou à des disparités sur plusieurs années peut entraîner l'effondrement de la capacité de la Russie à commercer tout court. La vulnérabilité de la flotte fantôme s'accroît avec le temps, et non l'inverse. À mesure que les navires vieillissent, il devient plus difficile d'obtenir une assurance et les méthodes de détection et d'application s'améliorent. Le système russe devient progressivement plus coûteux et moins fiable. Et il y a aussi l'intelligence artificielle avancée. Les systèmes de détection intelligence artificielle surveillent en temps réel les schémas de navigation mondiaux et détectent, via l'apprentissage automatique, les comportements anormaux, suggérant une évasion des sanctions. L'opération Nordic Warden du Royaume-Uni est peut-être l'emblème de l'opération qui a conduit à cette vague de sanctions en premier lieu.
L'opération s'appuie sur l'intelligence artificielle pour surveiller 22 zones d'intérêt dans la Manche, la mer du Nord, le Kattegat et la mer Baltique via images satellites, données système d'identification automatique, signature thermique et analyse prédictive. Windward, Maritime Intelligence Artificielle, une des principales plateformes de détection, suit plus de 1100 navires de la Dark Fleet en analysant images satellites, registres portuaires et bases de données d'assurance pour révéler les schémas des opérations de la Shadow Fleet. Le système repère les navires, même sans système d'identification automatique, grâce aux signatures thermiques et traces de sillage, puis les compare aux bases de données connues. Ces technologies de détection dominent la course aux armements technologiques, pour plusieurs raisons. La couverture satellitaire est désormais courante, avec de nombreux systèmes commerciaux et gouvernementaux, couvrant les routes maritimes mondiales. Deuxièmement, la puissance de traitement permet à l'intelligence artificielle d'analyser d'énormes volumes de données, quasi en temps réel, aidant les analystes à mieux détecter et confirmer les activités des navires fantômes. La surveillance financière ajoute un niveau supplémentaire de vérification. Un navire déclare transporter du pétrole malaisien, mais les paiements viennent d'entités russes, selon les registres financiers. Les intelligences artificielles peuvent signaler la divergence automatiquement. Ce recoupement rend les itinéraires complexes et les schémas destinés à tromper les humains de moins en moins efficaces face à l'intelligence artificielle. Les contre-mesures russes deviennent de plus en plus désespérées. Certains navires utilisent maintenant plusieurs transpondeurs qu'ils activent ou désactivent pour générer de fausses signatures électroniques. D'autres utilisent la technologie de brouillage système de positionnement global pour diffuser de fausses données de localisation. Les opérations les plus complexes requièrent la coordination de plusieurs navires échangeant électroniquement leurs identités en mer. Mais ces contre-mesures créent souvent de nouvelles opportunités de détection. Le brouillage système de positionnement global se détecte en comparant plusieurs systèmes satellitaires et en identifiant des incohérences. Utiliser plusieurs transpondeurs produit des traces électroniques parfois plus faciles à suivre qu'une opération légitime avec un seul transpondeur. Ainsi, la tendance technologique favorise largement la détection plutôt que la tromperie, ce que nous avons également observé sur le champ de bataille en Ukraine. Cela suggère que les opérations de la flotte fantôme deviendront progressivement plus difficiles et coûteuses à maintenir, à mesure que la technologie de surveillance continue de progresser. Et l'Europe décide de pousser la pression sur la Russie à son maximum. Bien sûr, une seule vague de sanctions ne servira pas à grand chose, à moins d'être soutenue par la communauté internationale. L'Union européenne est déjà une communauté multinationale dotée de ressources, de bonne volonté et de nombreuses options de coordination. La Task Force REPO coordonne les efforts des États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne, Canada, Japon et Australie, en partageant les capacités de détection des contournements de sanctions via leurs unités de renseignement financier. En mars, les pays ont aussi annoncé une Task Force Shadow Fleet pour élargir ses capacités à la détection des navires. Quand le renseignement britannique repère un nouvel opérateur de la Shadow Fleet à Dubaï, l'information est aussitôt transmise aux agences européennes, au Trésor américain et aux partenaires du G7. En quelques semaines, des sanctions coordonnées peuvent viser tout le réseau plutôt que des entreprises seules. La coopération en surveillance financière offre à l'Europe un accès inédit aux actions secrètes de la Russie pour sa flotte fantôme. L'initiative Nordic Baltic 8+, opère aussi régionalement pour promouvoir la coopération régionale. Aujourd'hui, 8 pays veillent à dissuader tout sabotage des infrastructures sous-marines critiques, telles que les pipelines et les câbles de données. À mesure que cette coordination s'approfondit, il devient de plus en plus difficile pour la Russie de trouver des failles dans le réseau d'applications. Cela deviendra naturel à mesure que la Russie s'isole géopolitiquement. Les petits pays, représentant peu des exportations russes, suivront plus sûrement l'exemple européen sur les sanctions, ou trouver d'autres fournisseurs pour l'énergie. Ces mesures prendront effet à l'automne 2025 et seront probablement étendues en 2026. Elles pourraient sérieusement affaiblir la base économique permettant à la Russie de maintenir son effort de guerre actuel, qui ressemble davantage à une guerre d'usure qu'à une invasion. À ce stade, la question n'est plus si ces sanctions fonctionneront, mais si elles agiront assez vite pour mettre fin à la guerre, avant que l'effondrement économique russe n'entraîne des réactions plus désespérées et dangereuses du régime Poutine. Merci d'avoir regardé. Pour en savoir plus sur l'économie russe en temps de guerre, regardez cette vidéo. Pour suivre la guerre en Ukraine et la géopolitique, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.